Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Caroline Cambeau, qui est conseillère en prévention des risques liés à l'usage des écrans. Donc, on a parlé entre autres d'hyperconnexion, mais surtout, on avait envie de vous transmettre des outils, des pistes de réflexion, pour vous permettre de reprendre votre plein pouvoir par rapport aux technologies, puis avoir un usage qui est conscient, en fait, de vos réseaux sociaux et de vos plateformes. Caroline, qui est liée aussi à l'initiative Pause, qui vous invite à un défi de déconnexion, qui est le défi, le 24 heures de pause, en fait, qui est un défi de déconnexion qui va se passer le 19 novembre. On en a glissé un mois à travers l'épisode. Je vous invite vraiment à vous joindre à ce défi-là que je vais faire certainement. C'est important pour moi de parler de l'hyperconnexion parce que je pense qu'il y a un certain poids, un revers de la médaille à l'usage des technologies, à notre présence active sur les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup de positifs, mais pour moi, c'est important de faire des prises de conscience par rapport à ça, puis de parler avec une experte pour savoir concrètement c'est quoi les impacts, où sont les dangers, où on doit être vigilant, quelles questions qu'on doit se poser par rapport à notre consommation des réseaux sociaux pour reprendre notre plein pouvoir, pour être dans une utilisation qui est plus consciente. Fait que c'était vraiment un épisode très intéressant. J'espère que vous allez trouver des petites pistes justement pour avoir peut-être une amélioration par rapport à votre relation avec les réseaux sociaux et tout ça, dans le but de reprendre un peu le contrôle de son temps, de son énergie et tout ça. Je vous invite évidemment à découvrir les produits Goody. Si vous ne l'avez pas encore découvert avec le code Myriam10, c'est mes partenaires qui rendent le podcast possible. By the way, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je suis maintenant sur Patreon. Donc, j'ai envie de rassembler des gens qui sont actifs à travers l'écoute des épisodes, puis qui en veulent plus, puis qui sont curieux, puis qui ont envie d'apprendre, puis ont envie de continuer justement à évoluer, puis d'avoir peut-être accès à des experts que je ne pourrais pas avoir accès nécessairement à travers mon podcast, parce que la réalité des choses, c'est que je tourne ici à Montréal, donc c'est pas tout le monde qui peut se déplacer. Donc, j'ai eu envie de m'ouvrir à de nouvelles horizons pour être en mesure d'aller chercher différents experts. Puis, ce qui différencie un peu le Patreon du podcast, c'est justement qu'on est dans les outils plus concrets, puis dans l'intégration de conseils, d'outils finalement, dans le but d'évoluer. Donc, je vous invite vraiment à jeter un œil. C'est seulement 11$ par mois, c'est sans engagement. Juste pour le masterclass que j'ai fait avec Paul Simard, sincèrement, ça vaut extrêmement la peine. On a parlé, entre autres, du système nerveux, la gestion de nos émotions, intelligence émotionnelle, les traumas intergénérationnels, bref, fait vraiment tout plein de sujets qui vont vous permettre de faire des prises de conscience, puis de peut-être reconnecter davantage à votre vérité, puis à viser un épanouissement, un bien-être. Sur ce, je pense que ça fait le tour. Fait que j'arrête de jaser, je vous laisse écouter, puis je vous dis un gros merci d'être fidèle, d'être là, de commenter, de partager, de partager les épisodes à vos amis. Il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire j'ai partagé tel épisode à mon chum de fille, mon chum de gars. C'est ma paye de recevoir des messages comme ça, puis de savoir que ça vous parle, que ça vous fait réaliser des choses. Fait qu'hésitez surtout pas à me laisser savoir, ça me touche à toutes les fois. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, on parle d'un sujet important, je pense, à traiter, honnêtement, par rapport à l'hyperconnectivité, puis surtout comment peut-être donner des petits outils aux gens pour reprendre leur plein pouvoir face à la technologie. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais, d'avoir une consommation qui est peut-être plus consciente des technologies. Puis moi, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup parce que, particulièrement depuis que j'ai mon podcast, depuis que je suis très active sur mes réseaux, j'allais dire, j'ai une relation un peu amour-haine avec les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a bien des gens qui disent ça. J'utilise les réseaux sociaux pour exprimer des choses, pour connecter avec des gens. C'est ultra positif. Puis sincèrement, j'aime être sur les réseaux sociaux, mais je suis de plus en plus consciente du revers de la médaille, puis à quel point ça peut être ultra sournois aussi de toujours l'avoir à portée de main, mon téléphone, de tout le temps que je passe des fois justement à consommer du contenu.
je me questionne aussi par rapport à certains impacts sur ma santé mentale. Fait que bref, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Je pense que t'es la meilleure personne pour nous éclairer par rapport à ça. J'ai envie que tu te présentes toute chose avant de commencer. Puis je sais que tu veux parler un petit peu de l'initiative de Pause. Fait que je te laisse aller. Ben merci de m'avoir invitée. Alors, moi, c'est Caroline Campeau et je travaille en prévention des dépendances depuis 10 ans maintenant. Depuis, j'ai fait une maîtrise en intervention en dépendance. Actuellement, je poursuis un doctorat en recherche en sciences de la santé avec une spécialisation en dépendance. Donc, c'est vraiment ma vocation, c'est pas mal ça. Puis, dans mon ancien travail, je travaillais à la Maison Jean-Lapointe. On avait développé, en fait, un atelier qui visait à donner de l'information sur l'utilisation des écrans aux jeunes. Donc, j'ai commencé à m'intéresser finalement à ce sujet-là. Et depuis 2018, dans le fond, on a parti l'initiative Pause. Donc, Pause, c'est vraiment une première en son genre. Ça a commencé comme étant une campagne qui visait à promouvoir une utilisation plus équilibrée pour prévenir tous les risques liés à l'hyperconnectivité, tous les risques finalement liés à l'usage des écrans en général. Et maintenant, c'est devenu beaucoup plus grand que ça. Et donc, on en est rendu à une 5e édition du 24 heures de pause. Et cette initiative, cette sous-initiative, si on veut, c'est vraiment... on parlait beaucoup de voir la place qu'occupe la techno dans notre vie. Et donc, comment en venir à voir ça? Mais des fois, ça prend un pas de recul, ça prend un temps d'arrêt. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé ce défi de déconnexion-là. C'est ça. C'est ça, c'est le 19 novembre, je me trompe pas, cette année, ouais. Puis souligne, il faut le dire, la semaine de la prévention des dépendances provinciales. OK! Oui. Tu vois, c'est en même temps. OK. Mais ça fait tellement de sens. Puis moi, c'est sûr que je vais le faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à initier avec mon chum. Puis tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps un 24 heures complet de pause, je l'avoue, mais tous les dimanches, c'est comme notre journée qu'on s'est établie, justement, de déconnexion pour se reconnecter à nous, là, finalement. Puis je pense que c'est là que j'ai pu, plus m'apercevoir aussi de certains, peut-être, comportements ou des petites affaires un peu sournois que m'amenaient les réseaux sociaux que j'avais pas conscientisé parce qu'il a fallu que je tire la plug, tu sais, puis je trouve que c'est tellement une belle initiative. On va pouvoir inviter les gens peut-être à la fin, mais je vais mettre le lien, c'est sûr, dans la bio, là, pour ce défi-là. Mais j'ai envie qu'on rentre par rapport au vif du sujet, tu sais, c'est parce que j'ai vu dans ton document des statistiques qui m'ont quand même choquée, puis je me suis dit, je veux dire, on parle pas juste de ce sujet-là pour le fun, clairement, comme... c'est important d'en parler selon ce que je vois ici, tu sais. C'est quoi le constat un peu qu'on peut dire par rapport à ces statistiques-là, puis par rapport à l'impact que pourrait avoir justement l'hyperconnexion sur notre santé mentale? Par exemple, c'est une question ultra large, là, je sais qu'on peut en parler. Non. Mais si on veut, en fait, c'est ça, pour débuter, chez Pause, on fait des sondages auprès des jeunes qui participent à nos défis, puis même aussi de façon très large aussi en collaboration avec Léger, donc auprès des jeunes. Ouais. Et on a identifié, en fait, qu'on a au-dessus de 80% qui disent eux-mêmes trouver que leur utilisation des écrans est problématique, ne serait-ce qu'un peu. Donc, on est vraiment dans une bonne majorité, là, finalement. Et aussi, plus de 90% qui veulent diminuer leur temps d'écran. Donc, ils sont, tu sais, c'est un peu ce que tu as mentionné tantôt, ils sont conscients, tu sais, de qu'est-ce qui se passe, que ça a un impact, puis ils veulent essayer de changer les choses aussi. Puis ceux qui participent au défi, on leur pose des questions spécifiques de c'est quoi qui fait que tu te connectes, et on avait comme 67% qui disaient que c'était par automatisme, donc par réflexe, donc même pas vraiment se rendre compte de pourquoi finalement je suis en train de me connecter, mais finalement, bon, je me connecte. Donc, on a développé là, finalement ce genre de réflexe-là. On en avait aussi autour de 57 qui disaient que c'était pour se désennuyer. Et donc ça, puis on va pouvoir le décortiquer plus tard, mais cette surstimulation-là fait aussi qu'on s'ennuie plus facilement et donc on se reconnecte pour se désennuyer. Ça devient comme une espèce de cercle vicieux, là, finalement. Mais on dirait qu'on a comme perdu un peu cette capacité-là de s'ennuyer. Parce que, tu sais, on dirait que moi, je le vois pas négativement, s'ennuyer.
c'est important de s'ennuyer dans le sens d'avoir des moments justement où ce qu'on n'est pas stimulé, qu'on n'est pas en train de faire quelque chose. Tu sais, c'est comme si on a perdu un petit peu cette capacité-là d'être déconnecté, de ne pas être en train de faire quelque chose. Tu sais, c'est comme, il y a un inconfort qui manque, là, tu sais, pour beaucoup de gens, j'ai l'impression. Puis il y a des études, c'est pas juste toi, il y a des études qui démontrent que l'ennui stimule la créativité, stimule la résolution de problèmes. Donc, à force de combler tous nos vides par des écrans, mais on en vient à perdre ces moments-là qui sont bénéfiques. Ah oui, c'est ça. Moi, ça a toujours été les moments où j'ai été déconnectée souvent, que justement, tu sais, j'avais des fois un manque de clarté sur une prise de décision que je devais prendre, tu sais, puis là, tous les jours, je me dis, tu sais, genre, faut que je trouve ma solution. Mais c'est toujours dans des moments où, justement, tu sais, j'étais allée marcher puis que j'avais pas mon téléphone, que c'est comme un peu par magie. Oh, OK, là, tu sais, les réponses viennent. Il y a comme une confusion un petit peu qui part parce que, justement, là, j'ai accès un peu plus à moi. Finalement, c'est comme une reconnexion à moi, quelque part. Oui, oui. J'ai une collègue que c'est ça, elle va marcher ses chiens. Puis elle nous revient toujours avec des idées. C'est ça, c'est des moments d'arrêt où ça nous permet cet espace-là qu'on a besoin, là, finalement, pour voir plus clair. Là. Exactement. Je sais qu'avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, c'est important pour toi de différencier la cyberdépendance de l'hyperconnectivité, juste pour comme que les gens comprennent un peu les termes avant de rentrer plus dans peut-être le vif du sujet par rapport à ça serait quoi les impacts sur notre santé mentale, comment on peut déterminer aussi si on souffre de ça ou non, ou on se situe dans le spectre, finalement. Puis donner évidemment des conseils pour que les gens peut-être puissent faire des pas justement vers cette reprise de pouvoir-là, c'est-à-dire de pas... c'est ça, tout simplement, d'avoir un pouvoir face aux technologies, non pas se faire manger par les technologies. Fait que ça serait quoi la différence entre cyberdépendance et hyperconnectivité? Donc, en fait, c'est ça. L'hyperconnectivité, nous, on peut voir ça comme un contexte social dans lequel on baigne tous, on navigue tous. Okay? Donc, depuis plusieurs années, les technologies de l'information, de la communication sont intégrées vraiment dans nos vies de manière... c'est dans notre quotidien. Je veux dire, on a une connexion Wi-Fi pratiquement à tous les endroits où on va. On est exposé à des écrans presque à tous les endroits où on va. À travers nos travails ou nos obligations scolaires, on est souvent même obligé d'avoir un écran ou d'en faire usage. Donc, d'une certaine façon, c'est plus une question de choix tant que ça, c'est que c'est vraiment, c'est présent. Et ça comporte son lot de bienfaits. Ça, on le sait, on les a identifiés rapidement. Mais là, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a aussi des effets négatifs. Et donc, comment en arriver finalement à naviguer dans cette réalité-là qui est hyper connectée en tirant profit des bienfaits, mais sans nécessairement subir les effets négatifs. Exact. Donc ça, c'est l'hyperconnectivité. Donc, tout le monde est un peu dans le même bateau par rapport à ça. La cyberdépendance, c'est un terme clinique qui parle de dépendance, là, finalement. Et il n'y a pas de consensus en ce moment dans les chercheurs, dans la communauté scientifique par rapport aux critères pour émettre un diagnostic. Okay. Sauf qu'on peut se dire qu'il y a certaines composantes qui doivent être là, certains signes. Là. Si une personne vraiment est aux prises avec une cyberdépendance, souvent elle va avoir de la souffrance très significative depuis un certain temps, donc pas juste une fin de semaine d'utilisation. Là. Il va avoir des conséquences vraiment fonctionnelles aussi, encore une fois, significatives dans sa vie. Ça peut être sa performance scolaire, ça peut être dans ses relations interpersonnelles, ça peut être à plusieurs niveaux, la qualité de son sommeil, sa satisfaction avec la vie, mais il va avoir des conséquences vraiment. Une préoccupation vraiment aussi démesurée, là, donc la personne pense beaucoup aux écrans quand elle n'est pas connectée, pense au moment où elle va se reconnecter, ça devient là, finalement une source d'anxiété, si on veut aussi. Là. Puis une perte de contrôle. Donc, de se dire, je me connecte pendant un certain temps, mais de façon répétée, pas être capable de respecter, on va dire, ses propres limites dans ça. Donc, c'est vraiment là, un usage excessif, mais qui est plus là, la personne n'est plus en contrôle. Ben, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, on dirait que c'est un gros terme, cyberdépendance, dans le sens, ben, quand il y a le mot dépendance, c'est tout le temps, tu sais, c'est comme un gros mot, mais en même temps, tu sais, si je me fie vraiment à ce que tu viens de me dire, tu sais, moi, j'en ai des conséquences, là, des répercussions négatives par rapport à ma consommation avec les réseaux sociaux principalement, puis particulièrement les femmes, mes amies qui sont aussi actives sur les réseaux, qui sont créatrices de contenu, puis tout, ben ils m'en parlent, là, au niveau justement du sommeil, au niveau de le temps qu'on passe là-dessus. On veut comme, des fois, on veut pas s'avouer
qu'on est dépendant en faisant « Ah non, tu sais, je pourrais m'en passer, c'est ça. » Mais moi, ça s'est tellement immiscé des fois inconsciemment à travers notre quotidien que c'est genre la prise de conscience, c'est pas tout le temps facile, là, tu sais, c'est pas tout le temps si fluide que ça, tu sais. Puis t'as nommé quelque chose, puis ça sort peut-être un peu du contexte, mais tu disais justement, on est dans une ère où ce qu'on baigne là-dedans, les écrans, tu sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent justement avec des écrans. Moi, c'est une question que je me posais hier, à savoir, tu sais, c'est vraiment sain? C'est vraiment ça. Non, mais genre, tu sais. D'être aussi connecté. Ben oui, parce que, tu sais, moi, je veux dire, c'est ça qui rajoute par-dessus le fait que, tu sais, je suis active à travers les réseaux sociaux, je crée du contenu, j'ai un podcast, mais en plus, tu sais, je travaille sur mon écran. Ben, c'est la combinaison de tout ça qui est quand même. Qui fait pas mal, tu sais. Mais on peut regarder ça comme, si on veut, une accumulation de facteurs de risque qui pourrait peut-être, pour quelqu'un qui travaille sur des écrans, qui a aussi des loisirs sur ces écrans et dont les écrans prennent vraiment beaucoup de place, donc ça prédispose cette personne-là à peut-être subir des effets négatifs plus que les autres. Donc cette personne-là doit être encore plus vigilante. Tandis qu'on va dire quelqu'un qui travaille, je donne un exemple, en construction, qui est manuel, qui fait son 8 heures par jour, revient à la maison, veut décanter devant la télévision pendant 2 heures, ça va être plus facile peut-être pour cette personne-là garder un équilibre parce que il y a pas de... Puis aussi, quand on travaille devant un écran, des fois, on est en train de faire une tâche spécifique, puis là, on a des notifications, on a d'autres choses, puis là, ça attire notre attention, ça nous emmène ailleurs. Donc, c'est ça. La perte de contrôle va peut-être être plus facile dans ces cas-là, en effet, là. Oui, 100%. Puis, tu sais, ben, c'est un peu ça, c'est que là, je travaille sur mon ordi, puis bon, je vais me changer les idées, je vais me changer les idées du travail, mais là, tu sais, je vais aller, exemple, écouter une série. Des fois, je m'observe, je suis comme, oh my God, tu sais, ça prend clairement une autre activité, tu sais, dehors, de déconnexion pour trouver mon équilibre à travers ça, là. C'est ça, mais la recherche d'équilibre, puis comme l'évaluation aussi de tout ça va être différente, c'est de diversifier ces types d'activités pour s'assurer qu'on n'est pas sédentaire, on va dire, du matin jusqu'au soir. Tu sais, fait que ça, c'est un... Les effets physiques, en fait, c'est peut-être ceux-là que ces gens-là qui travaillent devant les écrans aussi, puis moi, je m'inclus dans ça, là. La posture, la façon qu'on tient notre tête, les maux de tête, les troubles de vision, tu sais, s'assurer de regarder à distance à chaque 20 minutes, tu sais, il y a plein de petits conseils comme ça, mais il faut vraiment être conscient de tout ça là, pour s'assurer finalement que ça n'ait pas trop d'impact. Puis il y en a certains qu'on n'aura comme pas le choix, là, on va les subir malheureusement. Là. Fait à quel point c'est bénéfique, il faut faire attention. Finalement, je pense que la société, elle a pris comme un gros virage. Dès qu'elle a identifié certains bienfaits, c'était comme, OK, on les met dans les écoles, on les met là, on les met là. Là, on a la Suède qui prend un pas de recul puis qui se dit, on va retourner vers les livres papier. On se rend compte que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Peut-être qu'on l'a fait trop rapidement. Peut-être qu'on n'a pas évalué vraiment correctement la situation. Fait que c'est ça. Je pense que de façon sociétale, on se pose là, les bonnes questions puis on est en train de recadrer. Là. C'est tellement important. Puis justement, ça, c'était pas nécessairement dans nos sujets, mais je suis curieuse d'avoir ton avis par rapport à ça. Ici, au Québec, est-ce que ça a commencé justement d'introduire plus les écrans pour les jeunes à l'école? Oui, c'est à peu près en 2015, disons qu'il y a eu des discussions gouvernementales sur les bienfaits des appareils, sur même les bienfaits des portables. Puis là, à l'inverse, on a le ministre qui vient d'annoncer que les cellulaires vont être interdits pendant les heures de cours. Donc là, on se rend compte que c'est une source de distraction et ça aussi, ça a des impacts. Pour les jeunes qui, on va dire, vivent la cyber-intimidation, ça a aussi des impacts d'avoir l'appareil qui est là. Et même juste voir notre appareil, c'est une source de stress. Il y a des études qui démontrent ça, ça augmente le stress. On le sait qu'il y a quelque chose qui se passe derrière notre écran. On veut savoir c'est quoi. Puis un adolescent a encore moins d'autocontrôle qu'un adulte peut en avoir. Donc, oui, là, il y a eu un virage et là, il y a comme un pas de recul. On est en train de réajuster là, notre vision parce qu'on a une vision un petit peu plus complète aussi. Il manquait de recherche, il manquait de données. Puis c'est encore le cas. Là, on continue à étudier ces sujets-là. OK, parce que c'est ça, j'ai une amie qui
tu sais, qu'il y a des jeunes enfants, puis elle m'en parlait justement que je pense qu'elle devait acheter un laptop là, pour ses enfants. Donc, ça serait rendu que les enfants utilisent aussi l'ordinateur rendu à un certain âge, je sais pas si... Ça dépend des écoles, en fait. Ça, pour l'instant, là, l'utilisation à des fins pédagogiques, ça dépend des milieux, ça dépend des écoles, ça dépend des politiques, des établissements. Mais les données sont pas très claires là, par rapport aux bénéfices versus nos anciennes méthodes pédagogiques. Donc, c'est là qu'il faut y aller avec un grain de sel, il faut faire attention, il faut être vigilant, il ne faut pas tout intégrer en se disant que c'est la meilleure chose parce que c'est nouveau. Ouais, c'est ça. Mais un bon vieux crayon avec une feuille, faut de temps en temps. Mais moi personnellement, c'est ça, tu sais, pour mes études, quand j'ai fait mon retour, là, je me disais, bon, ça me tente pas d'avoir mon portable pour tout. Puis là, j'ai trouvé une tablette qui me permet d'écrire à la main. Puis, fait que dans le fond, ben c'est sûr, j'ai plein de notes. Je veux pas non plus être en train de traîner tous les livres, toutes les lectures, Fait que c'est de trouver finalement des types d'outils qui, quand même, nous amènent, tu sais, des bienfaits, mais qui réduisent les risques. Exact. C'est comme... Moi, c'est le matin, là. La technologie, non. Puis j'ai mon petit journal, justement, à côté de mon lit. Puis c'est là que, genre, j'ai tout plein d'idées puis que je laisse aller, justement, ma créativité. Mais il y a une différence, là, je trouve, tu sais, entre justement mon petit cahier, tu sais, que j'ai. Puis, tu sais, moi, c'est un plaisir versus comme les écrans. Oui. Puis, si on y va vraiment par rapport à justement quel impact l'hyperconnexion peut avoir sur la santé mentale. Je sais qu'avant qu'on tourne, tu me parlais d'une différence aussi entre les hommes et les femmes, puis par rapport à l'anxiété qui monte en flèche, là, de ce que je sais. Là. Oui, suite à la pandémie encore plus, là, mais les données sur l'anxiété chez les jeunes, les étudiants, c'est assez inquiétant. C'est ça. Oui. Fait que ça ressemble à quoi par rapport à... Ben c'est ça, on verrait dans le fond un impact significatif par rapport à notre utilisation. Il y a comme il y a une cohérence finalement entre notre santé mentale et l'utilisation des plateformes. Là. Il y a des études qui regardent l'association entre les indicateurs de santé mentale et l'utilisation des écrans en général. Et quand on est dans une utilisation de plus de 4 heures par jour, il y a un impact finalement sur la santé mentale, donc une moins bonne santé mentale en général. Si on regarde plus spécifiquement l'anxiété, il y a des études qui vont regarder l'utilisation des réseaux sociaux et l'anxiété. Là, il y en a plusieurs, là, on s'entend, là, mais spécifiquement que les gens qui passent plus de 4 heures par jour sur les réseaux sociaux ont deux fois plus de symptômes anxieux que les personnes qui s'en tiennent à 2 heures d'utilisation. Puis ça, il y en a de plus en plus qui répètent ce type d'écart entre 2 heures pour une meilleure santé en général et 4 heures dans une utilisation plus intensive qui a des conséquences, qui a une association avec une moins bonne qualité de sommeil, insatisfaction avec la vie, moins bonne performance scolaire ou obligations professionnelles et tout ça. Donc, je trouve que c'est des bons chiffres à garder en tête quand on regarde ça. Puis là, bien, contrairement à ça, nos données nous démontrent que les jeunes passent environ 4 heures par jour à des fins récréatives. Donc, on est dans une utilisation qui risque d'emmener des effets là, négatifs selon les études, là, finalement. Puis des fois, c'est sournois un peu parce que c'est pas seulement un 4 heures en ligne, tu sais, dans le sens que c'est un petit peu matin, je vais publier une story, puis là, finalement, ben là, je tombe sur quelqu'un qui m'écrit un message, puis là, après ça, je vais une story, puis là, à travers la journée, tu sais, c'est ça, c'est des petites minutes par-ci par-là qui, des fois... s'accumulent. Mais c'est même 2 heures, je trouve ça quand même énorme, dans le sens que, tu sais, je me pose la question, est-ce que je décide consciemment de passer 2 heures par jour à travers mes réseaux sociaux? Est-ce que c'est vraiment la façon dont moi, j'ai envie d'investir mon temps? Tu sais, je veux dire, c'est quand même, c'est considérable, tu sais, quand tu regardes à la fin du mois, à la fin de l'année, est-ce que ça m'a apporté quelque chose de positif, tu sais? C'est des questions intéressantes à se poser. Parce que, mon Dieu, 4 heures, c'est énorme. Mais c'est quand même... C'est ce que les données rapportent. C'est ce que les données rapportent. Des jours de semaine, en fin de semaine encore plus, dans le fond. Là, mais oui, non, c'est ça. C'est beaucoup. On a 24 heures dans une journée. Il faut qu'on dorme, il faut qu'on fasse d'autres activités, il faut qu'on fasse notre routine d'hygiène et tout ça. Là. Au final, il ne reste pas tant de temps que ça. Si on accorde tout ce temps-là. Mais comme tu dis, c'est très sournois. Tu sais, il y a des gens derrière les écrans qui travaillent pour capter notre attention le plus longtemps possible. Donc, c'est plus une question à 100% de est-ce que je veux ou non y accorder 2 heures.
Mais en l'ouvrant, je suis comme un peu victime, si on veut, d'une certaine manipulation qu'il y a derrière mon écran qui fait que c'est difficile. À moins que je me mette un timer, à moins que je mette en place peut-être une façon de fonctionner, des pop-up, il y a des applications et tout ça, là. Mais pour me donner ce temps d'arrêt-là, puis me dire « Wow, OK, attends une minute, ça fait combien de temps que je fais ça? » TikTok, les vidéos, on les consomme tellement rapidement qu'on tombe dans un rabbit hole, comme on dit en anglais, là, puis on se rend pas compte que, OK, je l'ai ouvert pour aller faire telle chose, puis là, finalement, je suis rendue à ça fait 45 minutes que je fais ça. Exact. Donc, c'est difficile de garder, finalement, c'est ça, c'est difficile de garder le contrôle. Là. Fait que c'est important, ce que tu me dis, de conscientiser justement la machine un peu derrière, de comment ça a été créé, finalement. C'est vrai, ce qui a été dit dans le fameux documentaire, je pense, sur Netflix, là, j'oublie le nom. Social Dilemma. Ouais, c'est ça, que justement, il y avait des gens qui avaient, je crois, travaillé, même sur ces grosses plateformes-là, qui est Facebook ou Instagram, whatever, TikTok, puis qui venaient un peu se confier par rapport à peut-être la responsabilité éthique aussi. Ouais, exactement. C'est tout ça qui était soulevé, là. Ouais. Parce que c'est de l'exploitation de personnes sans nécessairement que les gens soient conscients de tout. C'est des techniques de marketing, tu sais, quand même beaucoup aussi, tu sais, puis des stratégies qui s'apparentent aux jeux d'hasard et d'argent, que les gens se rendent même pas compte finalement que ça vient jouer dans leur circuit de récompense, ça vient jouer dans leur dans leur comportement. C'est des spécialistes en comportement humain qui ont fait ces choses-là, ces applications-là, pour s'assurer que ça génère des revenus. Le revenu est généré par notre attention, parce qu'on regarde des choses, on regarde des annonces publicitaires, on regarde peu importe, mais bref, on est en train d'y accorder notre attention, puis c'est ça. Fait que c'est un peu vrai ce qu'ils disent que on est le produit. Il y a comme il y a un slogan, là, que... Oui, on pense que c'est nous le produit. C'est ça. C'est ça, exactement. Si c'est gratuit, c'est parce que c'est toi le produit. C'est ça qu'on va... OK. C'est ça. Fait que c'est un peu ça, de pas nécessairement se rendre compte de la manipulation derrière ça, puis à quel point ça a été fait pour justement toujours venir chercher notre attention dans le but de vendre, tu sais, au final. Oui. Oui, c'est ça. C'est quand même fou. Tu sais, c'est comme des fois, les gens... Bon, oui, c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est social. On jase avec nos amis, on sait qu'est-ce que nos amis font. Mais derrière ça, c'est hébergé à un endroit qui vise à offrir de la publicité, à inciter des comportements, à te convaincre de certaines idées, tu sais. Fait que puis c'est ça qu'on oublie des fois. C'est pas juste une conversation entre moi puis mon ami, c'est quelqu'un d'autre ici qui m'envoie des petits messages subliminaux pendant que j'essaie d'avoir cette conversation-là. Donc, c'est vraiment un endroit, tu sais, puis c'est là la différence aussi quand je trouve on utilise des termes comme réseaux sociaux versus médias sociaux. Puis là, on comprend que c'est un médium. Les gens qui travaillent dans ces domaines-là, ils comprennent plus facilement, les autres, moins. Puis là, ben, les enfants dans tout ça aussi, tu sais, qui sont je trouve ça sur triste. ces plateformes-là aussi, tu sais. Moi, sincèrement, je trouve ça triste pour les plus jeunes parce que, justement, je trouve que, tu sais, on a tellement accès à énormément d'informations, tu sais, via, justement, ces plateformes-là. Mais, tu sais, à un moment donné, on a une capacité limitée d'informations qu'on peut assimiler, tu sais, puis j'ai l'impression qu'on est de plus en plus overwhelmed, que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de manquer de clarté mentale, tu sais, les fameux brain fog, là, de comme, tu sais, je suis confus, je suis distraite, je manque de clarté, justement, pour prendre mes décisions, ou, tu sais, j'ai une grande charge mentale, puis j'ai l'impression que c'est beaucoup relié, tu sais. Moi, je le vois la différence. Si je prends mon téléphone le matin, exemple, versus non, que, tu sais, je vais comme appréhender un peu ma journée différemment parce que c'est comme si il y a tellement je peux tellement percevoir de messages, une grande quantité de messages en si peu de temps. Il y a un moment, c'est comme un peu un sentiment. Oui, c'est ça, carrément, tu sais. Puis je trouve qu'on le sait, l'importance de ce qu'on consomme dans la vie, tu sais, exemple, par rapport à notre alimentation, tu sais, on est de plus en plus éduqués à savoir, tu sais, qu'est-ce qu'on consomme, c'est important pour notre santé, mais c'est la même chose au niveau de l'information aussi, là, puis tu sais, notre environnement, le corps dans lequel on est, tu sais, c'est toutes des informations qu'on consomme, mais à un moment donné, c'est ça, c'est que on manque d'espace pour les intégrer puis les process, tu sais, fait que c'est comme si, des fois, j'ai l'impression qu'on manque d'espace pour peut-être remettre en question un petit peu les messages qu'on reçoit, puis c'est comme on fait juste y adhérer, puis tu sais, étant donné qu'il y a beaucoup de publicité, ben
on peut facilement en venir à être comme, hey, je suis pas enough, il faudrait que je fasse telle formation, il faudrait que je sois plus comme ça, puis il faudrait que j'achète tel produit. C'est sans fin, là, ce genre de sentiment-là de faux mots, là, si je peux dire. Oui, c'est ça, mais en tout cas, il y a deux choses qui ressortent, je trouve, dans ce que tu mentionnes. Moi, je me rappelle quand que j'ai fait un bac en sociologie, en fait, que je m'intéresse au phénomène social en général. Puis on avait un cours par rapport aux médias, puis je me rappelle qu'elle avait mentionné que à force, c'est ça, d'être bombardé par tout ce qui se passe dans le monde entier, que ça en venait à créer une diminution un peu de l'empathie parce que, à force de me dire, ben il y a peu de choses que je peux faire qui vont changer ces choses-là. J'ai pas de contrôle. T'sais, on en vient. Puis là, elle avait comparé, en tout cas, c'est juste, ça me rappelle ça, mais je trouvais ça intéressant. Elle avait comparé, quand on est dans le temps, là, dans un village, puis là, on se souciait de qu'est-ce qui se passait dans le village, puis nos voisins, puis notre environnement, notre communauté. Mais là, notre communauté, c'est rendu le monde entier. Mais je peux pas, c'est trop. C'est trop. Fait qu'à un moment donné, ça fait comme, bon, ben, j'arrête de me soucier d'eux parce que je peux pas. C'est ça exactement. Il y a comme une surcharge. Bref, je suis pas à jour par rapport à ces études-là, mais je me demande l'impact que ça peut avoir peut-être, c'est ça, sur la capacité d'empathie finalement d'une personne, d'être bombardée. À un moment donné, ton cerveau a besoin, de se dire, bon, ben, je dois me dissocier un petit peu de ça, je peux rien faire pour ces choses-là, mais il y a certaines choses pour lesquelles on peut faire des choses qui sont plus rapprochées, plus locales, plus... Bref, en tout cas, je trouve que ça me faisait penser à ça. Puis il y a aussi, mais ce que tu dis aussi, c'est que tous les standards, auxquels on se compare aussi, qu'on voit finalement, puis toutes que ça soit des vidéos, qu'est-ce que j'ai mangé dans ma journée, quand on n'a pas de contexte, on sait pas la personne, mais bon, cette personne-là, elle mange ça, moi je devrais manger ça aussi, puis tu sais, puis tout aussi de savoir c'est qui les vrais experts dans tout ça, puis c'est qui juste des gens qui nous racontent des anecdotes personnelles, puis qui basent toutes leurs connaissances sur ça. Tu sais, c'est difficile d'avoir de développer un esprit critique à ce point-là critique, finalement, de tout ce qu'on voit. C'est de tout re-questionner un petit peu, tu sais, parce que c'est comme si moi, je trouve que ça nous éloigne de nous-mêmes, en fait. Parce qu'on a tellement accès à de l'information puis à la vie des autres, tu sais, que le temps, l'attention qu'on accorde justement à ce que les autres font et tout ça, puis à consommer des messages, ben on n'est pas en train de se connecter à nous, à savoir, ça résonne-tu vraiment avec moi, ça? Comme, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que, tu sais, c'est ça, je trouve qu'il y a comme une déconnexion un peu qui se fait par rapport à nous. Puis, tu sais, quand tu parlais par rapport à l'empathie, moi, j'ai l'impression, pour avoir quand même eu beaucoup de discussions aussi, tu sais, qu'il y a comme un peu un sentiment de solitude qui revient beaucoup, genre, par rapport à tout le monde. Tu sais, on n'a jamais été autant capable de se connecter justement à une grande quantité de gens, tu sais. Mais d'un côté, on se sent de plus en plus seul, tu sais, j'ai l'impression. Puis moi, je perçois que c'est de plus en plus difficile de connecter, on dirait, réellement avec des gens parce que ça demande quand même une capacité comme attentionnelle, puis aussi de se déposer dans le moment présent, tu sais. Fait que des fois, c'est moi, des fois, c'est l'autre personne, tu sais, que je sens que c'est comme, c'est plus difficile parce que c'est comme, il y a toujours quelque chose qui se passe dans notre tête, tu sais, on est dans le futur où on est beaucoup, justement, soit dérangé, tu sais, par les technologies, ou on a tendance à prendre notre téléphone, tu sais. Fait que ça, je trouve ça triste parce que, tu sais, c'est ça nous connecte à beaucoup de gens, mais en même temps, tu sais, le nombre de personnes qu'on peut voir, tu sais, qui sont au restaurant ou qui sont entre amis, puis qui sont plus sur leur téléphone qu'avec les gens avec qui ils sont, genre, dans le moment présent. Ça, c'est des grosses prises de conscience aussi, là. Oui, tout à fait. Avoir, là, des questions à se poser. Tu sais, tu l'avais soulevé tantôt, là, la technoférence, en fait, ça fait référence beaucoup à ça, comment que les appareils s'immiscent un peu dans nos relations interpersonnelles. Puis comment, des fois, c'est ça, sans s'en rendre compte, on se connecte. On est connecté avec, tu sais, c'est ce que tu dis, on est avec quelqu'un, on pourrait accorder de l'importance à la connexion qui est en avant de nous, mais à la place, on va regarder notre Facebook ou on va regarder une notification, on va regarder quelque chose, puis là, mais ça l'envoie le message que ce qui est dans mon écran est plus intéressant que ce qui est devant moi, puis c'est pas ça que je veux envoyer comme message, mais c'est quand même ça que ça l'envoie. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, tu sais, par rapport à la dopamine et tout ça, tu sais,
étant donné que, justement, ces logiciels-là, plateformes-là ont été faites, justement, pour susciter à l'intérieur, c'est quoi, des réponses de récompense, tu disais, par rapport à la dopamine. Oui. Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme il y a tout le temps un petit excitement parce que, tu sais, on sait jamais sur quoi qu'on va tomber, l'effet de surprise, c'est ça, puis c'est ultra inconscient. Mais là, quand vient le temps de faire une activité plus simple, juste comme marcher ou, tu sais, ben là, on dirait que c'est comme plate, genre. C'est un peu ce que tu disais tantôt, c'est comme si là, on n'est plus excité, même tu sais, jaser avec notre ami, c'est comme on n'a pas autant, tu sais, de spike de boost de dopamine. Ben oui, c'est ça. Puis c'est pour ça même que, je veux dire, on parle souvent du multi-écran, là, j'écoute un film, je sors mon cellulaire, écouter un film, c'est même plus assez. c'est tandis qu'avant, ça l'était, tu sais, fait que c'est ça, on crée comme une espèce de tolérance, si on veut, je pense, à cette stimulation-là qui fait qu'on recherche à être stimulé au même niveau, mais le niveau, c'est ça, on s'habitue, fait que là, on a besoin de plus, fait qu'on, tu sais, on multiplie, puis... puis ça peut-tu nous amener justement à avoir d'autres comportements, peut-être, qui est un peu dans la compulsion aussi, dans la recherche de dopamine, tu sais, exemple, on dit souvent, les écrans, des fois, riment beaucoup avec comme, on va aller chercher de quoi manger, exemple, tu sais, ce que, justement, cette recherche de dopamine ailleurs, finalement, en transférant, on va dire, notre type, si c'est une dépendance aux écrans, à d'autres types de dépendance ou de sources de plaisir, en fait, là, c'est ça. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, je pense que c'est une possibilité, puis je sais qu'il y a beaucoup d'études en ce moment qui regardent un peu ça, là, même l'utilisation des écrans avec l'utilisation de cannabis ou l'utilisation d'autres types de drogues aussi qui génèrent des fortes... quantité de dopamine. Ouais. Donc, d'après moi, il y a peut-être des associations à faire dans ça, mais c'est ça, une fois qu'on est plus tolérant à cette stimulation-là, on est plus facilement ennuyé, puis là, ben c'est ça, des choses comme juste aller prendre un café, jaser, profiter du moment plaisant, pas le fun, ça. Puis en plus, si ça fait depuis longtemps, tu sais, nous, on revient souvent aux enfants parce que c'est un peu... C'est là qu'on peut changer les choses. Tu sais, là, nous, on vit quelque chose, on vit comme des changements aussi, puis on va recadrer. Mais les enfants qui sont devant leur écran à partir de 0 à maintenant, ben ont toujours eu cette quantité-là de stimulation. Et donc, moi, ça m'est arrivé... Ben, les réseaux sociaux, ça m'est arrivé plus quand j'ai 17-18 ans, là, fait que je suis dans cette génération-là. Mais pour les jeunes, oh my God. Ça me crée de l'angoisse juste d'y penser, tu sais, parce que je me dis, tu sais, avec la maturité que j'ai, tu sais, étant une adulte, tu sais, avec le cheminement que j'ai fait dans la trentaine et tout, je suis davantage en mesure, je pense, de, comme, justement, ne pas me laisser autant affecter par la comparaison, par exemple, parce que je le sais, je le connais, le revers de la médaille, je le sais que tout le monde vit des défis, je le sais que, tu sais, c'est pas... que la réalité, c'est pas nécessairement ce qu'on voit derrière. Exact, je suis consciente de ça, je le sais, mais tu sais, je me dis, my God, quand t'es plus jeune, puis que tu vois ce culte de la perfection-là, tu sais, ça doit vraiment être overwhelmed, tu sais, de se dire, oh my God, moi, ma vie, c'est quoi? C'est plate, pourquoi moi, je vis tel défi? Il y a pas, tu sais, c'est ça, je trouve qu'il y a beaucoup une culture de la perfection, tu sais, on parle de positivité un peu toxique à travers les réseaux. Tu sais, on est dans une ère... Le désir de plaire, tu sais, on a ça en général, on l'avait, je veux dire, au secondaire, moi j'ai encore ça aujourd'hui dans ma vie, tu sais, de vouloir plaire aux gens. Fait que là, c'est la même chose, mais c'est l'extension de nous-mêmes, finalement, de notre identité à travers ces plateformes-là. Puis là, de se faire valider, ça devient un besoin qui peut être même maladif aussi, là, si on accorde... Toute notre valeur dépend, on va dire, du nombre de likes, du nombre d'abonnés, du nombre de personnes qui commentent puis qui apprécient ce qu'on met en ligne. Bien, c'est sûr que là, peut-être qu'on va vouloir mettre la perfection en ligne. Puis là, ben, moins montrer qu'il y a des moments où ça va pas super bien, mais ça, je le mets pas en ligne nécessairement. Ça va moins attirer des likes. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, il y a même des gens, moi, qui m'ont confié, exemple, qui ont fait des activités juste pour mettre une story. Tu sais, genre que... qui sont allés à quelque part. Ben, sincèrement, probablement que ça m'est déjà arrivé dans mes débuts, là, tu sais, peut-être là... Ben, si c'est pour des fins de travail, c'est différent, on va dire, mais... Oui, mais encore là, tu sais, que peut-être inconsciemment, par exemple, en voyage, que j'avais une certaine pression de visiter plusieurs lieux, mais dans l'optique de les montrer, genre, t'as-tu vraiment du plaisir à vivre le moment? Est-ce que t'as vraiment eu envie d'aller dans cette place-là? Ou t'as fait quelque chose pour montrer que tu fais quelque chose. Ça peut aller super loin, tu sais, dans cette dynamique-là de justement prouver
ce qui je suis aux autres, puis de carburer à cette reconnaissance-là, ça... Aïe, aïe. Tu sais, quelqu'un qui a une fragilité par rapport à son estime personnelle, sa confiance en soi, puis de... C'est attrayant, ça. Tu sais, c'est un petit bout, justement, tu sais, de dopamine. Puis, mon Dieu, tu peux complètement te dénaturer souvent par rapport à qu'est-ce que tu vas montrer parce que tu peux te fier, justement, à, bon, ce que les gens apprécient plus ou, tu sais, telle affaire j'ai partagé, les gens aiment moins ça. Fait que je vais moins partager cette affaire-là. Fait qu'on en vient à avoir, je trouve, l'opinion de beaucoup de gens, tu sais. Dans le développement de ton toi, finalement. Mais c'est ça. Fait que là, c'est plus authentique. C'est comme un peu ça que je pense que tu mentionnes. C'est plus l'authenticité. Puis ça, ben c'est ça. D'être authentique, de se laisser être, c'est très important aussi là, pour la santé mentale en général. Là. Donc, je peux imaginer que ça a ce type d'influence-là. Tu sais, il disait, c'est ça, j'avais regardé une étude ce matin qui regardait l'utilisation des réseaux sociaux comme facteur de risque, plus spécifiquement pour le développement de l'anxiété. Donc aussi, puis le lien avec symptômes dépressifs et estime de soi, mais plus spécifiquement chez les femmes que chez les hommes. Donc, il y aurait plus, c'est ça, cette tendance-là, finalement, à se comparer, à regarder, à vouloir se faire valider aussi par l'extérieur, donc sur ces plateformes-là, accorder beaucoup d'importance, finalement, là, à la réception puis les réactions des gens. Puis c'est difficile de se défaire de ça un peu, tu sais, même dans les conseils qu'on peut donner chez Pause, c'est spécifiquement, on va dire, par rapport à l'estime de soi, tu sais, de reconnaître sa vraie valeur, de s'abonner aussi, d'essayer d'être à l'écoute des émotions qui sont ressenties quand on regarde des contenus. Est-ce que c'est des contenus qui me font du bien? Est-ce que ça me fait en sorte que je me compare? De se désabonner peut-être de comptes. Mais c'est difficile, c'est très zone grise, si on veut, parce que finalement, il y a un travail de soi à faire pour à s'accorder une valeur différente que celle-là. C'est ça. Puis moi, ce que j'observe aussi à travers les réseaux, c'est un peu les mouvements de masse, tu sais, par rapport aux opinions, exemple. Tu sais, j'ai envie de glisser un mot sur le cancel culture. Tu sais, si une personne va oser exprimer une opinion qui peut-être n'est pas l'opinion nécessairement qui est partagée par la masse, c'est ça. Tu sais, des fois, c'est confrontant, tu sais, de voir à quel point les gens, comme ils ont besoin justement de venir peut-être invalider ta façon de penser, ou tu sais, puis c'est normal qu'on pense pas tous de la même façon, mais tu sais, des fois, il y a comme un manque de respect un peu face à justement l'ouverture des différences, puis c'est facile, je trouve, à être vraiment agressif ou violent, ou tu sais, avoir des mots plus durs, parce que justement, on est comme caché derrière un écran. Mais moi, c'est quelque chose qui, je sais, m'a vraiment confrontée quand je me suis mis à plus m'exprimer, à réaliser que oui, tu sais, il y a bien des gens qui sont vraiment d'accord, sont comme « Ah, merci de parler de ça », puis à l'inverse, tu sais, il y en a justement qui sont vraiment pas d'accord, puis de comme réaliser à quel point je peux susciter des réactions, tu sais, c'est quand même touché parce que ça vient un peu... Ça a la possibilité de venir te faire douter de toi-même. Là, tu te remets en question, oh mon Dieu, ben là, il y a tellement de gens qui pensent que, tu sais, ça n'a pas d'allure, ma façon de penser. Est-ce que c'est vrai? Tu sais, je trouve que ça peut vraiment facilement venir nous ébranler dans notre nature, dans nos convictions. Ouais. Puis on n'est pas, tu sais, dans la vie en général, si on n'avait pas les réseaux sociaux, on serait jamais exposé à autant d'opinions, en fait, là. Tu sais, puis que ça soit maintenant, je veux dire, tu peux mettre c'est quoi, là, la situation qui s'est passée récemment, là, sur les réseaux sociaux, et en parlait à la radio, Paris Hilton puis son enfant, ou quelque chose comme ça, là, tu sais, puis tous les commentaires sur l'apparence de son enfant. Puis là, tu te dis, mais voyons donc, tu sais, puis dans la vie en général, c'est pas quelque chose qui se passe si on n'est pas sur les réseaux sociaux. Comme tu dis, si on n'est pas derrière un écran, tu sais, les gens s'en permettent beaucoup. Tu sais, puis je veux dire, moi, j'ai des opinions dans la vie, des fois, là, c'est pas important que personne sache, là, c'est pas important non plus que je les dise. C'est pas, est-ce que quelqu'un m'a demandé son opinion? Est-ce que c'est ma place de dire des choses, tu sais? Mais toutes ces questions-là, on dirait qu'il y a des gens, c'est ça, qui se les posent pas, puis que c'est juste comme... Fait que là, la personne est exposée, tu sais, elle met, on va dire, une photo de son enfant ou elle met une photo d'elle, puis là, hey, cette chambre, elle, là, c'est lettre, hey, ces pantalons-là, voyons, qu'est-ce que t'as pensé ce matin? Tu sais, je veux dire, hey, ça devient, là... Ah ouais. Il y a vraiment, il y a quelque chose, c'est ça, derrière le fait, en tout cas, de commentaires haineux, puis, tu sais, encore une fois, c'est ça, c'est difficile. T'sais, on a beau se dire, bon, ben on retire, on va dire les commentaires, mais là, on censure. Fait que là, on se retrouve, finalement, à se censurer, tu sais, puis même les plateformes, c'est ça qu'ils font aussi, ils censurent des sujets
qui sont plus touchés de façon générale. Fait que là, t'as des gens qui voudraient en parler pour faire du bien, mais qui peuvent même pas en parler parce que le sujet, finalement, est censuré, parce que les gens sont pas capables de faire preuve, on va dire, une partie là, de contrôle par rapport à ce qu'ils disent comme commentaire. C'est quoi qui fait en sorte que, justement, certaines plateformes censurent des sujets? En fait, c'est pas une mauvaise chose en voulant dire, il faut qu'il y ait une certaine réglementation sur ce qui est véhiculé sur ces réseaux-là, ces réseaux-là. Puis Meta le fait. TikTok le fait pas, on va dire, là, mais Meta va censurer des sujets. Comme, on va dire, si tu commences à faire, je sais pas, parler de suicide, c'est ça aussi, ça a été il y a eu des sujets d'actualité sur ça, parce que TikTok, l'algorithme de TikTok, des jeunes qui, disons, ont des idées suicidaires, l'algorithme va leur suggérer des contenus qui vont parler encore de suicide et d'idées suicidaires, puis ça peut venir concrétiser le fait qu'on va dire, je veux passer à l'action, et là, je passe à l'action, et là, de se dire, la plateforme, elle a influencé finalement la décision que cette personne-là a faite de s'enlever la vie, t'sais. Ça peut aller vraiment très, 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 très loin, mais c'est pour ça, on va dire que Meta va censurer des sujets qui sont tabous, des sujets qui sont sensibles, des sujets qui risquent de déraper, des sujets qui pourraient nuire. Mais là, on va dire quelqu'un qui veut aborder le sujet du suicide, mais en prévention. L'Association québécoise de prévention du suicide. Oui. Et là, ça devient plus difficile pour eux, d'aborder des sujets comme ça, parce qu'il y a certains mots-clés qui sont, on va dire, censurés. Je donne un exemple très, très large, là, mais c'est un peu ça que ça fait. Mais en même temps, je me dis, bon, au final, ça reste un mal pour un bien, mais c'est ça, on est à cause de situations, on va dire, c'est ça, qui pourraient être dangereuses, ou de personnes qui vont soit renchérir d'une façon qui n'est pas souhaitable, les plateformes vont censurer, puis là, on peut en venir à nous-mêmes. Moi, je vais censurer, on va dire, qu'est-ce que je vais mettre, parce que là, je veux pas que tu me dises, c'est ça, toutes tes opinions par rapport à telle chose, tu sais, ou je vais carrément enlever les commentaires sur des photos pour éviter que finalement ça dérape, juste parce que je veux mettre une photo de mon enfant puis que je veux pas savoir ton opinion sur le visage de mon enfant, tu sais. En tout cas, c'est de la folie un peu, je trouve, d'une certaine façon, là. C'est quelque chose. Oui, 100%. Tu sais, si on rentre plus par rapport à... au sujet, justement, de donner des conseils aux gens, si vous avez peut-être conscientisé déjà que, vous avez une relation un petit peu vicieuse avec les réseaux sociaux, puis que vous voulez comme reprendre votre pouvoir, peut-être reprendre le contrôle, finalement, de où vous mettez votre temps, puis de quelle façon vous l'utilisez, puis que ça soit le plus positif possible, votre expérience, finalement, sur les réseaux. Ça serait par quoi qu'on pourrait commencer au niveau tu sais, la première affaire, c'est sûr, c'est un peu ce que tu mentionnais, tu sais, c'est difficile de savoir combien de temps qu'on y passe. Fait qu'on a des données sur nos appareils maintenant. Quand j'ai commencé en 2018, on n'avait pas de données. Fait que je trouve que déjà, c'est un pas dans la bonne direction. Mais on peut également aussi télécharger des applications qui vont nous aider à vraiment suivre, même se fixer des limites de temps. Comme je disais, des pop-up qui vont venir nous dire ça fait tant de temps que tu es sur telle plateforme. Est-ce que tu souhaites réellement continuer ou non? Mais bref, faire un peu ce constat-là. C'est quoi mon type d'utilisation? C'est où que je passe peut-être plus de temps? Puis dans ma période de 24 heures, mais c'est quoi? Peut-être que c'est ça je souhaite recadrer. Là. Fait que ça serait la première étape. Ouais, puis comment... Tu sais, de te demander comment je me sens après avoir justement regardé mes réseaux. Parce que moi, mon chum m'aide beaucoup. Je pense d'avoir une personne autour de nous aussi qui nous connaît bien. Puis mon chum, il n'est pas vraiment sur les réseaux. Fait que c'est un des premiers à être comme hein. Il m'observe, puis il voit à quel point que je suis sur mon téléphone. Puis il voit aussi la différence des fois que, c'est des bonnes nouvelles, tout est chill. Mais tu sais, des fois, il y a encore un commentaire sur TikTok ou, tu sais, genre, que justement une critique ou... whatever, tu sais, que c'est ça, une personne a moins aimé ce que tu as publié, ou, tu sais, puis, ou le travail aussi, tu sais, est sur le téléphone. Fait que, tu sais, c'est comme... Des stress. Des stresseurs. C'est des stresseurs, c'est ça. Fait que c'est de choisir... des moments. De se réserver des moments pour regarder aussi, même les réseaux sociaux, tu sais, parce que moi, c'est facile de passer. Moi, je suis en train de répondre à un courriel pour le travail, mais là, tu sais, il faut que j'aille sur mon... parce que des fois, j'ai sur Instagram, en DM, je jase aussi avec du monde pour le podcast ou whatever. Fait que je trouve d'ouvrir l'application, c'est comme facile. Au final, j'avais une intention,
mais là, je me retrouve à faire oui, puis là, tu d'autre? vois que finalement, il y a des choses qui sont rentrées, puis là, c'est difficile de Ouais. dire, bon, je vais faire ça demain. Je pense que, tu sais, dans ton cas, à toi, c'est plus spécifique parce que tu travailles aussi, tu sais, puis moi aussi, c'est la même chose aussi. Tu sais, tout ce qui est courriel, si j'ouvre mon ordinateur, mais... Tu sais, là, en fait, ce qu'on peut adresser, c'est la configuration des appareils. Tu sais, on peut s'assurer, là, finalement, tu sais, essayer le plus possible de faire en sorte qu'on choisisse c'est quand qu'on va voir certaines choses. Fait que, tu sais, comme moi, sur mon cellulaire, toutes les notifications sont fermées à, tu sais, la sonnerie que je vais mettre oui ou non selon ce que je suis en train de faire, là. Mais si je vais sur Facebook, je m'en vais regarder mes notifications. Si je rouvre mon courriel, je m'en vais regarder, tu sais, mais j'ai peut-être aussi le luxe de pouvoir faire ça parce qu'il y a des gens que c'est plus urgent, là. Mais moi, j'avertis les gens, il y a un délai de 24 à 48 heures probablement d'une réponse, surtout avec le type, tu sais, moi j'étudie, j'ai 2 emplois, fait que ça devient aussi lourd de gérer ça. Fait que si je parle à l'avance, j'ai déjà averti mon entourage que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Si c'est une urgence, tu me téléphones. Et là, je vais répondre, tu sais, puis je vais gérer la situation. Mais attends-toi pas à ce que je réponde dans la minute qui suit le courriel que tu m'as envoyé, tu sais, ça c'est pas réaliste pour moi. Puis moi, ben le soir, je suis avec mon garçon, fait que tu sais, c'est sûr que, tu sais, à partir d'une certaine heure, je me connecte plus, là. Je veux être pleinement présente pour lui dans les activités familiales qu'on fait. Je vais pas être sur mon appareil en même temps. Fait que, tu sais, c'est ça. Bref, c'est de fermer, tu sais, les notifications par défaut, là, il y en a. Si c'était tout allumé, je sais même pas comment je serais capable de gérer ça. C'est ça, ça générait un stress le son m'agresse. C'est fou. C'est ça. Je suis toujours sur ben, c'est pas mode avion, mais c'est vraiment ne pas déranger. Puis, oui, ben c'est ça aussi. C'est je vous laisse tout le temps là-dessus, moi. Je veux pas que ça sonne. Fait que c'est vraiment moi qui décide d'y aller. Dans le sens, c'est pas lui qui me dit « Hey, allô? » Mais quand même. Réduire la sollicitation, puis ça, tu sais, on peut le faire à travers, tu sais, même qu'on va dire, tu sais, si je garde le Facebook allumé, parce que nous aussi, tu sais, pause, on a des plateformes, là, fait que, tu sais, pendant que je travaille, si on va dire, je dois me dédier à faire un contenu spécifique, j'ai de la rédaction à faire, il faut que je ferme tout, parce que sinon, là, je vois les courriels pendant une réunion, tu sais, si je ferme pas mes courriels pendant une réunion, je vois passer une réunion Teams, je parle, là, c'est dans mon cas, c'est beaucoup ça, là, je vois passer les choses, je suis pas là. Puis ça aussi, c'est encore de la technoférence. Puis il y a des études qui regardent le temps que ça reprend de se reconcentrer, en fait, sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis c'est au-dessus de 20 minutes. À chaque interruption qu'on a, on a à peu près ce temps-là à se remettre. Fait que vaut mieux, quand on est capable de le faire, de réduire ces distractions-là, finalement, tu sais. Quand on conduit aussi, tu sais, dans des situations vraiment où c'est essentiel, là. 20 minutes, donc... Oui, de reprise, je pense que c'est 23 ou 28, en tout cas, je me rappelle plus exactement. C'est quand même gros. Oui, ça prend du temps, tu sais, quand on est dans une... Surtout, on va dire, tu fais de la rédaction ou tu lis quelque chose ou tu essaies de comprendre, tu sais, tu as besoin d'être pleinement, là, dans ta tâche, mais avant que tu retournes à cet état-là, submergé dans tout ce que tu fais, ça prend à peu près ce temps-là. Fait que c'est pas négligeable, toutes ces micro-interruptions-là. Puis ce que ça peut avoir, en fait, comme coût, même au niveau professionnel, de temps perdu, finalement, là, se reconcentrer encore. Des oublis aussi, c'est ce que ça peut faire, tu sais, des pertes de mémoire. On voit des choses passer, on pense qu'on l'a regardé, on pense qu'on fait du multitâche de façon efficace, mais en réalité, les études sur le multitâche nous montrent qu'on fait tout à moitié. Fait qu'on perd des bouts. Fait que là, on oublie, on a des blancs, on sait plus qu'est-ce qu'on a fait. Puis c'est ça, c'est... Fait que c'est prouvé, justement, scientifiquement, si on peut dire que le multitâche, c'est pas... non, c'est OK, ben c'est bon à savoir. On a l'impression qu'on fait tout bien, mais on fait pas tout bien. OK, mais c'est intéressant parce que je me questionnais, tu sais... moi, je suis un petit peu comme ça, là, des fois, à butiner un peu partout. Ah, je vais publier une affaire, TikTok, tu sais, c'est ça. De comme tu finis un peu à oublier c'était quoi ton mandat principal, tu sais. Le téléphone, clairement, avec les données que tu viens de nous donner, on comprend à quel point que ça serait important de le mettre de côté. De le ranger, même, quand on fait une tâche, là. C'est comme une... C'est ce que mon chum me répète depuis plusieurs années. Une tâche à la fois. Oui, c'est ça. C'est ça, ben, ça doit avoir un impact aussi par rapport à la dopamine, la recherche de cocher beaucoup d'affaires. Parce que des fois, tu n'as pas nécessairement toujours des longues tâches. Des fois, c'est plein de petites tâches.
Fait que de comme aussi tu peux tout les les faire faire en rafale, tu sais. T'es mieux, en fait, ben ça, en tout cas, par rapport à l'organisation, dans la façon que je travaille aussi, tu sais, de te dire, bon, l'avant-midi aujourd'hui, je le consacre à telle chose que je sais va me prendre du temps. Donc, je mets de côté les distractions, puis je me concentre entièrement à ça. On va dire en après-midi, ben là, j'ai le temps de faire toutes mes petites tâches en rafale, une après l'autre. Puis, tu sais, de te faire des plages, finalement, là, pour ça. À la place de faire, bon, je me concentre sur ça, mais je fais une petite tâche dedans, une autre petite tâche là, parce que ça l'a sonné, parce que, oui, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, mettons avoir consommé beaucoup de réseaux sociaux le matin, tu sais, en début de journée. Oui. Est-ce qu'on le sait que ça a une différence avec le soir? Parce que, tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que moi, des fois, justement, j'ai des tâches que je le sais, j'ai besoin de plus de concentration, ça va me prendre plus de temps. Puis j'ai tendance à vouloir comme clencher mes petites tâches, plein de petites tâches des fois que j'ai à faire de comme publier sur les réseaux, c'est ça. Mais c'est comme, je réalise qu'après avoir fait tout ça, j'ai de la misère à prendre mon moment comme de déconnexion pour comme focusser sur une tâche plus longue. Fait que peut-être que de faire l'inverse. Faudrait que je l'expérimente. Ça, tu sais, honnêtement, les études sur ça, je pourrais pas te dire, là, mais ça me semble logique ce que tu dis, tu sais. Peut-être que ça serait mieux de commencer par ces blocs-là. Mais, tu sais, quand on se connecte le matin, en fait, tu sais, de prendre... Il y a des études... Puis une des fortes recommandations qui revient toujours, c'est 1 heure après ton réveil. Fait que essayer de prendre ta première heure pour faire ta routine normale, pour être dans ton élément de vie normal, tu sais, sans être connecté. Puis tu peux faire aussi la priorisation de qu'est-ce que tu as envie de faire, tu sais, cette journée-là. Voir aussi comment tu te sens sans être exposé nécessairement à quoi que ce soit encore, tu sais, juste... Vraiment, c'est ce moment de connexion, finalement, là, avec toi. Puis après ça, te connecter, puis bon, tout ce qui rafale, tu sais, tout ce qui vient après ça, là. Puis l'autre recommandation, c'est 1 heure avant de se coucher. Fait que, tu sais, si on peut attendre 1 heure le matin, puis si on peut essayer de se donner 1 heure de décanter le soir pour favoriser un meilleur sommeil, en fait, là, c'est 2 recommandations qui reviennent beaucoup dans la littérature. Est-ce que tu remarques justement qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent une forme d'inconfort justement quand ils essayent de peut-être prendre un pas de recul par rapport à leurs réseaux sociaux, de se déconnecter? Tu sais, est-ce que c'est quelque chose que tu remarques chez les gens avec qui t'en parles ou quoi que ce soit, cette forme d'inconfort-là à être dans le moment présent, ou une forme d'inconfort à justement pas avoir de stimulation puis à comme se retrouver tout seul avec nous-mêmes un peu, là? Oui, mais comme... Ben, tu sais, en fait, ça fait référence plus à quelque chose que tu as mentionné plus tôt, le fear of missing out. Je pense que c'est de là que vient l'inconfort. Dans le fond, quand tu prends tu sais, puis même quand on parlera du défi, là, mais quand tu décides de faire un défi de déconnexion temporaire, ou il y en a d'autres qui appellent ça des diètes numériques, tu sais, des moments d'arrêt, là, t'es obligé, c'est ça, de vivre avec l'émotion, là, un peu, qui va être suscitée, puis ça se peut que tu te dises, il y a des choses que je vais pas voir passer. Il y a des choses que je vais manquer. Il y a des conversations où il y a des gens qui vont me parler d'un insight que j'ai pas vu, parce que j'ai pas suivi l'actualité, ou je sais pas, l'actualité en ce moment sur les réseaux sociaux, on la suit plus, là, mais en tout cas, tu sais, en voulant dire qu'on va manquer des choses, puis ça, mais en général, tu sais, on aime être au courant, on aime savoir qu'est-ce qui se passe, donc c'est déjà une peur, la peur de rater quelque chose, ça existait avant qu'il y ait les réseaux sociaux, là, c'est juste que les réseaux sociaux exploitent un peu cette peur-là, en nous disant, en plus, voici ce que ton ami a aimé, voici ce que ton ami a fait, voici des photos, tu sais, fait que là, on a comme l'impression, c'est ça, d'être au courant de toutes ces choses-là, puis que si on ferme, on va, tu sais, puis l'espèce de sentiment d'urgence, comme si tout est urgent, tu sais, puis il y a des choses qui ne le sont pas, là, tu sais, on n'a pas toujours besoin de savoir tout, on n'a pas toujours besoin d'être joignable non plus, on n'a pas toujours, tu sais, fait que c'est comme ça va prendre un certain temps se détacher de ces sentiments-là, donc c'est sûr que l'inconfort est là, c'est normal qu'il soit là, tout le monde le vit aussi, mais tu sais, de se laisser cet espace-là pour réajuster, là. Mais comme tu dis, je trouve que c'est comme de se donner la permission d'avoir une certaine liberté aussi face au réseau, c'est-à-dire de... Tu sais, on en reçoit un message, comme si on sent un petit peu l'urgence de devoir comme répondre rapidement pour pas froisser, tu sais, l'autre personne, mais je veux dire, c'est qui a dit qu'il y avait une règle, là, genre qu'il fallait répondre en whatever, là, en 6 heures, là, tu sais, c'est souvent, c'est nous-mêmes qui se met cette pression-là, tu sais, on veut être disponible, tu sais, pour les autres, mais ça fait en sorte que des fois, on n'est plus disponible pour nous, là, tu sais, surtout si on a beaucoup de gens qui nous suivent, exemple, que
tu peux passer carrément ta vie là-dessus, là, à avoir des discussions, à répondre aux gens, puis tout, tu sais. Fait que de se mettre une limite. Puis, tu sais, comme moi, quelque chose que j'ai commencé à faire, c'est des fois, quand il y a des gens qui m'écrivent, quand je vois c'est des... Tu sais, j'ouvre le message, parce que je sais pas c'est quoi. Puis là, je vois c'est des messages vocaux. Mettons, il y a des gens qui me partagent des affaires, tu sais, ce que je trouve le fun, tu sais, à travers mon podcast. Mais c'est juste que je suis pas tout le temps, genre, disponible à t'écouter, toi, me parler de... Oui. Puis surtout que là, genre, je suis en train de faire de quoi, puis ben là, telle autre personne m'a confié quelque chose, whatever, j'ai écrit à ma mère, puis là, tel ami m'a écrit, puis que là, genre, j'ouvre un autre message, là, c'est complètement ailleurs. Tu sais, c'est comme si on est tellement à l'opposé de comme plein de sujets, puis des fois, je suis comme... Je suis pas apte à écouter ton message ou je suis même pas apte à te répondre là parce que j'ai pas la réponse, parce que j'ai besoin de peut-être prendre un peu de recul pour être capable de mieux répondre à ce que tu me demandes. Et j'ai commencé à comme des fois ouvrir puis comme refermer le message puis y revenir. Oui. Mais il y a des gens, c'est rare, mais il y a des gens des fois qui sont comme un peu froissés parce qu'ils ont vu que t'as ouvert, tu sais, fait que c'est touché, mais je pense que socialement, faut normaliser le fait que comme ça peut être long avec la personne à répondre parce que, tu sais, elle agit pas contre toi, là, tu sais, c'est juste que... Non, puis, tu sais, souvent, on va conseiller dans des cas, tu sais, on va dire le fameux statut en ligne, tu sais, on n'a pas besoin, là, nécessairement de toujours avoir notre statut en ligne d'ouvert, là, sur les plateformes, on peut le fermer, puis ça fait en sorte que ça peut peut-être diminuer ça, parce que les gens, mais tu sais, ça aussi, collectivement, tu sais, il faudrait se dire, est-ce que parce que cette personne-là est en ligne, elle doit absolument me répondre? Tu sais, non. Si elle a ouvert ton message, elle va y revenir, ça se peut qu'elle oublie, ça se peut qu'elle y revienne, ça se peut qu'elle, tu sais, mais laisse du temps aller avant de sauter à des conclusions, tu sais, mais on a toutes, c'est ça, cette espèce d'urgence-là avant, ça prenait du temps, là, on laissait des messages, la personne prenait le message, tu sais, je veux dire, si on retourne en arrière, là, on n'avait pas, puis aussi, je pense, en termes de se sentir redevable, on n'avait pas ça autant, là, tu sais, ça devient lourd à porter aussi. Fait que c'est pour ça que, tu sais, vraiment d'avertir, tu sais, les gens, moi, quand on échange avec moi, tu sais, j'ai une amie avec qui on se fait beaucoup de voice message, tu sais, puis des fois, je vais lui dire, tu sais, I'll listen later, tu sais, moi, je suis anglophone aussi, mais en tout cas, je vais l'écouter plus tard, tu sais, je vais te revenir plus tard, là. Si on va dire, je le sais que ça va être genre dans 2 jours, whatever, j'ai pas le temps là, je suis occupée, tu sais, je te reviens, là, mais on est tu t'habitues dans la dynamique aussi, dans tes amitiés par rapport à ça. Mais c'est ça, de mettre... En fait, ça nous force à mettre nos limites un peu par rapport à ça. De les assumer. Pour se préserver. Parce que c'est ça, un moment donné, on n'a pas le temps de... Tu sais, puis on peut pas être partout. Puis si même on veut être... comment dire, respectueux de ce que la personne nous nomme. Tu sais, on va dire dans des cas où des fois, c'est des choses qui peuvent être lourdes, c'est des choses qui peuvent être... Ben si je suis pas disponible là, pour t'accueillir dans ça, puis tu sais, t'accorder l'attention que j'aimerais t'accorder, ça serait comme pas gentil si on veut de pas prendre le temps de le faire, tu sais. En tout cas, oui, c'est vraiment ça, c'est tout c'est une drôle de dynamique. Comme tu dis, puis encore une fois, on est comme tellement connectés, puis pourtant, on a ce sentiment-là, tu sais, d'être seul à travers toutes ces connexions-là, c'est particulier. Vraiment. Puis, ce serait quoi... Tu sais, moi, je me questionne par rapport à comment observer, justement, si ça peut être une problématique. Tu sais, ça serait-tu... Parce que des fois, on touche à notre téléphone de façon tellement inconsciente. Tu sais, comme moi, je pourrais pas dire le nombre de fois que je regarde mon téléphone. Tu sais, j'ai jamais... Ou la vibration fantôme, est-ce que tu as déjà vécu ça? Que ça vibre, puis tu penses que c'est ton téléphone, puis que ça l'est pas? Parce que ça, c'est vraiment documenté aussi. Oui, c'est ça, que ça sonne, tout le monde pense que c'est leur téléphone. Que c'est leur téléphone. Si, on va dire, tu as l'habitude de le laisser sur vibration, tu sens vibrer ou tu entends vibrer ailleurs, puis que finalement, il n'y a pas de vibration, c'est juste que tu t'es tellement habitué... fait que t'inventes... c'est fait que tu... Oui, c'est ça, dans la façon que ça vient te jouer. Ça serait-tu de... Tu sais, exemple, bon, moi, je suis en train de travailler, puis pour essayer de conscientiser le nombre de fois que je touche à mon téléphone, de me mettre un défi un petit peu, de faire une ligne à toutes les fois que je le touche pour conscientiser, OK, j'ai peut-être trop pris mon téléphone à travers ce que je fais. Tu sais, j'essaie de voir comment qu'on peut justement conscientiser un petit peu nos comportements parce que des fois, c'est tellement dans l'inconscience qu'on y touche puis que, tu sais, on dit « j'ai pas trop touché non, ça a bien été, j'ai pas consommé de contenu aujourd'hui. » Mais finalement... Mais ça, il y a des applications là, comme... c'est laquelle que j'utilisais, le moment donné, j'ai fini par l'enlever, là, mais...
OK. Alors, si ça me revient, je te le dirai, là, mais tu as des applications qui t'aident à savoir le nombre de fois que tu as ouvert ton téléphone aussi. Là. OK. Fait que, tu sais, ça, ces données-là, je sais pas s'il y a certains appareils peut-être qui l'ont à l'intérieur, mais tu sais, des données d'utilisation d'applications spécifiques vont te dire tu l'as ouvert 72 fois, on va dire aujourd'hui. Tu sais, à chaque fois que tu vas avoir cliqué pour l'ouvrir, ça va l'enregistrer, fait que tu n'as pas besoin de noter nécessairement, voulant dire si tu prends ce genre d'outil-là. Ouais. Mais puis là, ça te conscientise à ta minute. Puis, tu sais, c'est là que tu peux, avec ce type d'application-là, vraiment te mettre des objectifs en voulant dire j'aimerais ça réduire à 50, j'aimerais ça réduire à 25. On s'en rend pas compte, là, mais je pense que la moyenne, c'est autour de comme 80. Là, fait que c'est... 80 fois par jour? Oui, c'est ça. La dernière fois que j'avais checké, c'était comme autour de 80 fois qu'on va ouvrir, qu'on va checker, qu'on va juste regarder. Tu sais, des fois, on regarde l'heure, des fois, on regarde... Mais même quand on regarde l'heure, tu sais, puis ça, hier, j'étais en réunion, puis ça m'a fait penser à ça, tu sais. Je prends mon téléphone parce que là, il faut que j'aille chercher mon gars à telle heure. Fait que je regarde l'heure, mais je vois qu'il y a quelque chose d'autre. Je le ferme, je le range, mais c'est venu occuper ma pensée pendant, tu sais. Là, je sais pas c'est quoi, mais je vais checker plus tard c'est quoi, mais ça me gosse de savoir c'est quoi ou non, tu sais. Fait que même... Ouais. Puis là, j'ai eu la pensée de... Ça fait longtemps que je porte plus ma montre. Mais ça serait peut-être pas une mauvaise chose, parce que dans des situations comme là, cette réunion-là, qui se termine à 4 heures, puis moi, je dois quitter à 4 heures pile, ben peut-être qu'avoir ma montre, parce que, tu sais, puis ça ferait en sorte que je serais pas ramenée, on va dire, dans j'ai un texto, puis je sais pas c'est quoi, tu sais. Ouais. Mais je te file, tantôt, j'ai eu un pop-up, justement, d'un commentaire YouTube, puis tu sais, j'ai pas lu, mais ça m'a... C'est ça, j'ai vu vient comme, tu sais... c'est comme une petite charge mentale, c'est ça, de fait plus. que, tu sais, c'est comme de se dire, j'ai l'impression que dès que l'appareil est là, puis que moi, que je le prenne ou je le prenne pas, mais tu sais, déjà, il occupe un espace, il occupe une place dans ma tête, tu sais. C'est comme... Pas de dire qu'on est à la merci de, tu sais, mais si vraiment on veut comme faire abstraction, ben il faut le ranger, il faut, tu sais, s'assurer que les notifs sont fermés, il faut ou pas être capable de voir les notifs, ou, tu sais, c'est comme, faut essayer de prendre ces mesures-là le plus possible. Mais comme tu as dit, tu sais, la montre, je trouve ça intéressant, tu sais, de justement pas avoir besoin d'ouvrir son téléphone pour voir l'heure. C'est ça. Après ça, c'est parce que ça m'a fait penser à moi, quand j'ai essayé de commencer justement à la méditation, ben j'avais une application sur mon téléphone, puis là, tu sais, je veux dire, là, le matin, je voulais pas toucher à mon téléphone, mais là, je méditais souvent le matin. Fait que là, tu sais, j'ouvrais mon téléphone pour aller méditer, mais là, des fois, justement, je voyais des affaires, puis c'est quand même difficile quand tu vois, message ou je sais pas quoi, de pas... Ignorer. C'est ça. Fait que là, ça finissait que des fois, je m'en allais méditer, mais là, j'ouvrais 2-3 messages, puis là, je voyais qu'il y avait telle affaire, puis j'avais une charge mentale. Fait que je me disais, justement, tu sais, de peut-être avoir un autre outil, genre de méditation qui n'est pas sur mon téléphone, là. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui avaient même des iPods ou whatever, là, tu sais, pour justement méditer ou d'utiliser d'autres trucs. Puis, tu sais, même la lecture, des fois, moi, j'aime avoir un livre. Tu sais, de trouver des faces, parce qu'on peut tout lire sur notre téléphone, mais, tu sais, de retourner à des affaires un peu plus ancien temps. Back to basics, comme ouais, on le dit, retour aux sources, il est bon, là, par rapport à, tu sais, écrire dans un journal ou, tu sais, avoir un agenda papier aussi. Oui. Je trouve que ça m'a fait du bien, justement, pour, comme, limiter un petit peu. Oui, puis se permettre comme cette distance-là, tu sais, un peu, c'est un outil qui est devenu la réponse à tout. Tu sais, quand avant, on avait plein de différents outils, tu sais, puis c'est correct que ça soit là pour certaines choses. Tu sais, je peux filmer, je peux prendre des photos, je peux, tu sais, mais ça, comme tu dis, ça n'a pas besoin d'être là pour tout, là, tu sais, on peut essayer de voir un peu c'est où le juste milieu quand c'est possible, là. Puis je trouve que ça cultive aussi le fait de aller chercher peut-être les réponses à l'extérieur de soi. Tu sais, le fait qu'on a tellement justement bombardé au niveau des informations, c'est comme si on perd un peu notre capacité à trouver nos propres réponses, tu sais, par rapport à nos choix de vie, tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de quelle façon je veux le faire, tu sais, parce que justement, on a tellement d'exemples, d'inspiration, de messages que, tu sais, qui peuvent venir un peu flouer. Moi, on dirait que j'ai l'impression que ça peut venir vraiment flouer au niveau de notre personnalité, notre identité, un peu, tu sais, par rapport à nos choix, tu sais, parce qu'on voit tellement d'affaires, puis on se dit, est-ce que ça serait mieux que je fonctionne de la même façon que l'autre, tu sais, puis il y a beaucoup de modes, là, j'aime beaucoup de trends qui passent à travers les réseaux aussi, là. Fait que, tu sais, déjà qu'avec les standards dans notre société, c'est pas ça qui manque, tu sais, fait que là, ça en rajoute une couche un petit peu. Oui, vraiment.
Puis il y avait... il y a une étude de Léger, en fait, je pense que c'était comme l'année passée, qui regardait les perceptions de la génération Z. OK. Par rapport à l'utilisation des écrans. Puis, tu sais, il y avait 60%, en fait, qui rapportaient avoir senti, de par leur utilisation des réseaux sociaux, que leur vie était moins excitante que les autres, tu sais. Fait que, tu sais, puis mais encore là, si on va dire, moi, je me fie à ma propre satisfaction de moi-même, avec le niveau d'excitation dans ma vie en général, puis je le compare pas aux autres, peut-être que je vais être satisfaite. Mais là, si je vois autre chose, puis comment d'autres personnes font ça, puis ça a l'air... Puis ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas le même contexte, ils n'ont pas les mêmes habitudes, ils n'ont pas les mêmes capacités, ils n'ont pas les... Tu sais, mais je regarde pas tous ces détails-là. Je fais juste voir, tu sais, wow, ça a l'air... Bon, ben d'abord, moi, c'est plate. Tu sais, c'est plate ce que je vis. Puis là, tout d'un coup, ben je deviens insatisfaite de ce que j'ai. C'est ça. Tu sais, puis là, ça peut aller loin, tu sais. Ouais. Tu sais, voir un problème où il n'y en a pas, peut-être, tu sais. Ouais. Exactement, créer des problèmes qui n'auraient pas été là Ouais. autrement, tu sais. De te pousser à consommer, il y a beaucoup ça aussi, tu sais, le marketing, justement, qui est introduit à travers ces plateformes-là. Ben oui, ta vie va être plus excitante avec ça, avec les nouveaux souliers, avec un nouveau chandail, avec un, tu sais, puis là, ben c'est ça, de part aussi, tu sais, les influenceurs, c'est parce qu'à un moment donné, ça devient aussi, on se rend même plus compte que c'est de la publicité, puis c'est ça qu'on consomme, puis que c'est... Ouais. Mais, tu sais, ça cultive un peu le vide intérieur, je trouve, de penser que, justement, on est dans une énergie de manque, qu'on doit aller chercher à l'extérieur de nous des éléments qui vont faire qu'on va être plus complet, tu sais. Ouais. Comme... C'est triste. Au niveau de la liste pour les conseils, y avait-tu d'autres éléments? Là, je regarde brièvement ce qu'il y avait dans le document. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, réduire la sollicitation, là, configurer nos appareils, essayer de faire des moments sans écran. Ça, c'est un conseil aussi. Comme par exemple, c'est sûr que quand on est en relation ou quand on a des enfants, ben les repas, c'est souvent des moments où on va échanger ensemble, où on va parler de notre journée, où on va comme résoudre peut-être des situations, whatever, mais ça donne ces occasions-là. Si on a une télé en arrière-plan ou si on a nos écrans, puis on est ensemble, mais pas ensemble, ben, on coupe ces moments-là. Fait que des fois, juste si on se dit, ben, les moments où on s'en va, ou je m'en vais au restaurant pour la fête de mon ami, ben, je peux le ranger, mon cellulaire, puis être là à 100% pour 60 minutes, Puis après ça, fait que de se dire qu'il y a certains moments qui sont appropriés pour être connectés, il y en a d'autres où c'est assez important qu'on soit là complètement. Fait qu'on peut se dire, se prévoir puis s'instaurer ces petites traditions-là que c'est sans écran, Le retour un petit peu des traditions, tu sais, que moi, je me souviens quand j'étais jeune, c'était ça, là, tu sais, chez moi, comme on mangeait tous à table, puis que c'est important, justement, qu'on n'ait pas de distraction, puis c'est un moment où on parlait. Puis j'ai l'impression que ces traditions-là, c'est peut-être perdu un peu avec le temps, tu sais, justement. C'est un feeling, là, tu sais, que justement, on mange en avant de la TV, ou tu sais, qu'on mange pas en même temps, nécessairement que nos enfants, notre partenaire, ou whatever, tu sais, que tout le monde est comme sur un beat différent, puis que... avec les écrans, c'est ça, mais comme s'instaurer des petites routines, même quotidiennement, là, tu sais, des petits moments au quotidien que, exemple, quand je suis en train de faire telle affaire, que je le sais que je fais régulièrement, ben il n'y a pas mon téléphone, tu sais, exemple, de se mettre des limites, là, je pense, C'est ça, exactement. C'est vraiment important, je pense. Ben, tu sais, je reviens toujours à la voiture aussi, là, mais c'est super important, là, de se dire, tu sais, c'est ça, on le sait, là, les données sur la distraction au volant, c'est assez... Ça aussi, c'est assez inquiétant, donc de se dire que c'est un moment aussi, ça peut attendre, tu sais, ça peut attendre que je me rende à tel endroit ou que je m'arrête. Tellement. Puis des moments, ben tu sais, c'est sûr que si je peux parler dans le fond du défi qu'on lance, comme je disais, tu sais, un moment donné, on s'est rendu compte que on avait beau donner des trucs et tout ça, mais prendre un temps d'arrêt pour vraiment évaluer la situation, c'est important, tu sais. Puis ben comment faire ça? Mais c'est sûr que nous, on propose d'essayer de tenter un 24 heures de pause, de faire cette expérimentation-là. Est-ce que je suis capable de le faire? Comment je me sens aussi en le faisant? C'est quoi les constats que je fais? C'est quoi qui ressort? C'est quoi mes motifs? Pourquoi je me connecte finalement? Tu sais, c'est où ça me manque? Tu sais, pourquoi je suis active sur les réseaux sociaux? Pourquoi je consomme du contenu? Tu sais, je pense que c'est ça, c'est...
je trouve que c'est comme l'élément le plus important, on dirait, moi, que je retiens, c'est de, tu sais, quand on parle de reprise de pouvoir, c'est de comme prendre quelque chose puis se le réapproprier, d'être comme, OK, ben c'est moi qui décide, tu sais, quand j'y vais, c'est quoi mes intentions, tu sais, est-ce que ça me fait du bien, tu sais, d'avoir des introspections, puis ça, c'est justement à travers un moment de déconnexion, je pense que c'est le plus facile de le réaliser. Puis puis je sais que le défi est comme il est détaillé en 4 façons, dans le sens qu'on peut soit essayer de faire la totale. Moi, je recommande vraiment aux gens de faire la totale. Je vous mets au défi de le faire, tu sais, tant qu'à faire quelque chose. Puis je trouve que le 24 heures, tu sais, sincèrement, c'est ça. Si ça fait si peur, puis c'est si difficile, ben peut-être que justement, vous avez un peu quelque chose à comprendre de ça, là, je trouve. À apprendre sur nous, finalement. Oui, c'est ça. Pour vous permettre d'évoluer, puis peut-être réajuster certaines affaires, de vous mettre justement des limites, puis tout. Mais sinon, il y aurait la possibilité de, je pense, c'était quoi? C'était juste c'est dans le fond, ben c'est ça, on s'est dit, on a séparé selon les types d'activités qui sont les plus chronophages, donc les réseaux sociaux, le gaming, les jeux vidéo et le streaming. Donc, de se dire, bon, est-ce que je peux faire un 24 heures, on va dire, sans Netflix ou, tu sais, sans mon site de streaming préféré, si la personne, elle a, dans ses habitudes, elle fait du binge-watching beaucoup, mais elle n'est pas sur les réseaux sociaux, mais c'est peut-être plus approprié pour cette personne-là de faire ce type de défi-là. Parce que ça aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, là, mais les sites de streaming avec les comptes à rebours qui nous montrent la prochaine épisode, tu sais, tandis qu'avant, on avait des moments d'arrêt où on pouvait se dire, soit qu'il y avait une annonce ou soit qu'il y avait, tu sais, il y avait quelque chose qui faisait, est-ce que j'ai envie de continuer à regarder ça ou j'ai autre chose à faire? Parce que ça l'arrêtait, mettons. Mais là, sur YouTube, exemple, je pense que ça rembarque c'est suite. ça, c'est la même chose exactement. Ça rembarque, puis en plus, sinon, ça te montre, tu sais, comme une image en plus. Fait que là, t'es curieux, tu vas aller voir, tu sais, est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, tu sais, ça vient tout jouer dans ces... encore une fois, peur de rater quelque chose. Alors, je vais regarder, puis là, ben ça me capte. Le premier 5 minutes capte mon attention, ou, tu sais, fait que là, je suis partie. Ben, j'écoute tout l'épisode, puis là, ben la personne, elle se couche à 2h du matin, elle a un examen le lendemain, ou, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais, tu sais, ça peut avoir des conséquences assez importantes aussi dans la vie de la personne, c'est tout dépendant. Mais c'est ça, fait que c'est pour ça qu'on s'est dit on va offrir plus de défis, mais c'est sûr que le défi ultime, tu sais, si t'es capable de l'essayer, c'est vraiment, je pense, celui qui permet d'en apprendre le plus, là, finalement, sur nos habitudes. Puis tu sais, le but... chez Pause, c'est ça aussi, là, nous, on veut pas démoniser, on veut pas... on le sait très bien là, qu'il y a des bénéfices liés à notre connectivité, mais c'est juste de savoir c'est où le point de bascule, où je bascule de quelque chose qui est utile et bénéfique à quelque chose qui est inutile et malsain. Puis de recadrer dans tout ça, puis de s'assurer d'aller dans cette direction-là. Puis des moments d'arrêt répétés, on va dire aux 3 mois ou aux 6 mois, mais ça peut permettre juste de recadrer puis de s'assurer que ça soit à notre service et non l'inverse. Exactement. Fait que on va mettre le lien, c'est sûr, pour l'inscription qui est posetonecran.com. Dans le fond, le prochain... URL, c'est ça. Dans le fond, ils peuvent venir sur le site. Ça va les emmener, là, ils peuvent cliquer à s'inscrire. Ça se passe le 19 novembre. Et en fait, tout le monde qui s'inscrit, nous, on donne pas les données à personne. C'est important de savoir. Tu sais, on n'a pas parlé de vie privée, des choses comme ça aussi, là, mais tu sais, on réutilise pas ces données-là. La seule chose qu'on fait, c'est on communique un courriel à l'avance pour savoir comment se préparer. Quand ça se passe le jour d'après, on dit bravo. Puis après ça, ben, on demande ceux qui veulent le faire un sondage pour nous dire comment ils ont trouvé l'expérience. Puis on donne quelques conseils de plus et ça se termine là. On ressollicite pas la personne. On fait attention à ce qu'on fait. Mais bref, c'est ça. La personne peut s'inscrire avec son courriel ou son numéro de téléphone et on fait un tirage parmi tous les inscrits. Donc, il y a 1 000 $ à gagner. Et là, on dit, bon, pour réaliser un rêve déconnecté, mais bref, la personne peut quand même faire ce qu'elle veut par la suite, là, mais c'est une bonne idée, c'est un bel incitatif justement pour encourager les gens à le faire, je trouve. Puis moi, c'est sûr que, je vais en parler à travers mes réseaux aussi, puis que je vais le faire. Je trouve ça tellement important. Puis c'est le fun aussi que vous donniez des petits conseils avant pour se préparer à, comme tu disais. Je trouve ça intéressant. Puis d'avoir aussi un retour sur comment les gens ont vécu ça, là, tu sais, finalement. Oui, exactement. Mais c'est là qu'on sait qu'on va dire la personne, les gens, tu sais, je disais tantôt, 67% disent 67% qui se connectent par automatisme. T'en as 57% qui
ils disent pour se désennuyer. Fait qu'on regarde les motifs, on regarde aussi, qu'est-ce que vous avez fait comme stratégie? Donc, après ça, nous, on peut s'abreuver de ça un petit peu pour conseiller à d'autres personnes. Bien, les gens ont fait ça comme ça. Puis en fait, on a un bel article là, sur le site qui donne des exemples de témoignages de personnes qui l'ont vécu. Donc ça, c'est intéressant. Puis c'est vraiment, dans le but de profiter pleinement de ton expérience, ben tu peux voir un peu ce que les autres ont fait. Puis on est rendu à plusieurs milliers de personnes là, qui ont tenté l'expérience et qui ont eu des constats. Puis il faut savoir aussi que le but n'est pas nécessairement de le réussir. C'est sûr qu'on souhaite le réussir, mais tu sais, juste d'essayer. Puis si on va dire, on s'est connecté, on n'a pas été capable là, de résister à la tentation, ben pourquoi qu'on n'a pas été capable? Puis tu sais, c'est qu'est-ce qui a vraiment fait qui est venu? Tu sais, puis ça aussi, on en apprend à travers, on va dire, un échec ou, tu sais, bref, comment que ça se produit, là. Donc... d'être bienveillant envers soi-même aussi, exact, là. c'est ça. C'est ça d'être dans la compassion, c'est ça, parce qu'on peut se mettre une certaine pression, puis là, oh mon Dieu, pourquoi moi je suis accro? Il y a comme une relation, ça me fait penser que des fois, on a comme un peu une relation de honte envers nous-mêmes par rapport à notre relation avec les réseaux sociaux, parce que, tu sais, c'est difficile à s'avouer que, justement, il y a peut-être une petite dépendance qui s'est créée, puis tu sais, des fois, c'est ça, c'est comme un peu une honte, tu sais, d'avouer que, mon Dieu, qu'est-ce qui me pousse à tout le temps y aller, puis des fois, un genre d'inconfort dans le moment présent, puis tu te sens un peu pas outillé là, à faire face à ça. Parce que habituellement, quand il y avait un inconfort, ben mon téléphone était là ou une série, tu sais. Fait que de pas avoir peur de nos émotions aussi, là, tu sais, même si on a des émotions qui sont positives, on en a qui sont désagréables, mais tu sais, dans ça aussi, on apprend, puis je pense que c'est important qu'on se laisse vivre les deux extrêmes, puis tout ce qu'il y a au milieu. C'est ça. Ouais, puis je pense d'être confronté peut-être à beaucoup de positifs sur les réseaux, ça nous fait l'impression qu'on devrait pas nécessairement vivre ces émotions plus difficiles-là ou quoi. Toxique c'est ça. Fait que je pense que j'avais juste envie de le soulever parce que, tu sais, moi, ça m'a fait ça un peu, des inconforts au début, puis une genre de déception envers moi-même. Comment ça, je trouve ça si dur, mais c'est pour ça que la compassion à travers ce processus-là est vraiment important. Là, fait que tu as bien fait de l'amener. Mais écoute, je pense que ça fait le tour. Ça fait déjà un petit heure et quart qu'on jase ensemble, mais je te remercie. Évidemment, je vais mettre les liens du défi, puis j'invite vraiment les gens à le faire. Puis j'espère que justement, les gens sont en mesure d'être dans la bienveillance envers eux-mêmes, puis au final, c'était pas dans l'optique de taper sur les doigts des gens, mais au contraire, de leur redonner un plein pouvoir, puis de leur donner des outils justement pour s'outiller face à cette réalité-là. Là. Oui. Puis si la motivation est difficile aussi, on suggère là, de faire le 24 heures de pause avec d'autres personnes. Donc, si on est capable d'embarquer notre partenaire ou notre famille, nos proches, c'est sûr qu'on va se sentir un petit peu, là, on va avoir des gens sur qui s'accoter, on va pouvoir jaser aussi de qu'est-ce qu'on ressent dans cette expérience-là. On peut aussi prévoir une activité, là, se dire que cette journée-là, on reste pas à la maison en attendant. Ça va être plus difficile. C'est ça, exactement. On a toutes les chances de notre côté. On s'en va faire quelque chose que peut-être les écrans nous ont apporté à délaisser à travers le temps. T'sais, on ne sait pas trop, mais bref, une nouvelle activité ou s'initier à quelque chose ça fait longtemps qu'on se dit qu'on aimerait faire. Mais c'est ça aussi, c'est des conseils qu'on peut utiliser. J'aime ça, c'est vrai que c'est ça. Tu sais, que je parlais tantôt, oh mon Dieu, 2-4 heures, c'est quand même énorme. Mais c'est ça, de se poser des questions. Est-ce que, justement, il y a quelque chose que j'ai toujours comme envie de faire puis que je fais pas? Ou, tu sais, de vouloir peut-être remplacer, justement, une partie de ces moments-là qu'on est sur les réseaux ou sur les technologies pour faire autre chose. Je trouve que c'est intéressant. Des activités que tu aimais faire quand tu étais jeune puis que tu que tu as oublié dans ta vie d'adulte, avec les responsabilités de faire. Là. Alors, recommence à chanter, recommence à danser. C'est ça, recommence à faire des affaires qui t'amènent de la joie aussi, là, tu sais. Puis peut-être qui va faire bouger ton corps. De se souvenir qu'il y en a d'autres sources de plaisir là, qui sont hors ligne. Puis, tu sais, c'est correct qu'on ait les deux, mais on peut aller explorer un peu, là, c'est ça, ce qu'on a peut-être mis de côté. Là. 100%. Mais je te remercie, Caroline, ça me fait pour la belle discussion. Merci à toi, vraiment. Merci. Cool. Super, c'était le fun. On a-tu bien fait ça? Oui. OK. Ben, le défi, c'est bien plugué, puis... je me disais, j'ai pas dit l'association des optométristes, mais tu sais, je pense que ça, c'est ça. Ouais. Moi, je sais que je le nomme dans mon segment pub, mais... Ah oui, OK.